Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Et voici le plan de vol. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Aujourd'hui, nous gravitons de plus belle autour de la station Hyper Propulse 5 qui nous accueille comme il se doit pour faire régner le désordre. Et c'est parti pour le désordre des présentations. Je ferai dorénavant 6 présentations de nos éminents membres car le Premier Désordre devient tout doucement un grand consortium. Et oui, alors on commence avec Adasai, maître Sith, toujours présent pour affronter la lumière excessive dans cette galaxie qui lui fait mal aux yeux. Bonjour Zarklock, bonjour à tous. Content de retrouver ma première place. Ah, c'est important. Il note. Sur un trône à roulettes. Juliette, c'est pour le roulement justement. Juliette, maître Jedi qui continue d'étendre l'ordre Jedi à la recherche de nouveaux alliés pour affronter les menaces diverses et variées de tous les coins de la galaxie. Exactement, bonjour à tous. Ravi d'être de retour. Ah bah oui, content que tu sois avec nous cette fois-ci et tout. On enchaîne avec Jet Sam, maître Jedi lui aussi. L'ordre est grand dans son volume, mais s'égare parfois dans de la paperasserie symbolique. Il va au cœur du terrain pour mettre au défi les préceptes de l'ordre et du désordre à la fois. Oui, non, j'aime pas du tout la paperasserie. C'est d'ailleurs. C'est pour ça que tu. Ça ralentit tout et c'est pour ça que j'ai quitté l'ordre pour la paperasserie. Ah, t'as quitté l'ordre, ça y est. Il quitte l'ordre, ça y est. Je retiens. C'est officiel. Je retiens. Un grand merci à Elvie, à la technique, qui nous prête son droïde GA97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Merci. On enchaîne avec Régnator, notre général Schiss qui revient avec son vaisseau personnel et son plus beau costume bien repassé de toute splendeur. Je reviens pour un court passage avant de m'absenter dans les régions inconnues. Voilà, vraiment doublement dans les régions inconnues. Tu vas faire des kilomètres comme ça. Enfin, si tout va bien, il y aura pas trop de monde dans les régions inconnues, si on l'espère. Julo, série 82, notre droïde astromécano n'est pas là. Il est parti en mission avec un X-Wing flambant neuf pour un test de pilotage. Et je termine par moi-même, Zarklog, Itorien, brocanteur de l'espace. Cette semaine, je vous ai débusqué un klaxon de l'ère de la Haute République. Il était installé sur les speeders de première génération, il paraît qu'on l'entendait même depuis l'espace. Il était assez vite retiré du marché pour nuisance sonore et il fait perdre aussi tous les poils des Wookiees quand on l'utilise, à vos risques et périls. Mise de départ, 220 crédits galactiques standard. C'est pas un klaxon. Non, pas Moi, ça m'intéresse. Mais... attention, peut-être Juliette semble partant pour le klaxon. Attends, je paye comment en fait? Si tu penses avoir 220 crédits galactiques, il est à toi aussi. Il est dur en affaires. Hein. Ça va, 220 crédits. En même temps, je connais pas le cours du crédit en fait. C'est ça que je me suis posé la question. Qu'est-ce que vaut un crédit dans Star Wars? Ce sera moi aussi ça m'intéresse, mais 100 crédits suffit. Je suis presque à 50%, seulement à 50%. Mais en tout cas, voilà, je note qu'il y a deux personnes qui sont tentées, une qui a quitté l'ordre et qui essaie de me manipuler l'esprit. On ne le voyait pas au micro, mais c'est ce qu'il faisait. Bon, ça se réglera au sabre laser. Entre Jedi en plus, donc Adasai il sera content de voir ça. Avec plaisir. Donc c'est juste pour faire un petit tour de table avant notre thème du jour, pour vous demander une de vos scènes préférées dans la prélogie. Alors je sais pas par qui on commence. Dans la prélogie. Attention. C'est vrai. Alors c'est parti. Alors attention, il y a Jet Sam qui hésite pas. Je vais mettre les Jedi en valeur, du coup, vu que j'en fais partie. C'est la première scène de la menace fantôme. Enfin, entre guillemets, la première scène, c'est Qui-Gon et Obi-Wan qui arrivent sur le vaisseau de la Fédération du Commerce et qui essayent de passer la porte. Et les droïdes de casse arrivent. On les découvre en fait, pour ceux qui ont vu les films. Et qui arrivent en roulant, qui déploient leur bouclier, et qui commencent à les allumer, et on prend conscience que les droïdes, ils sont forts en fait. Et voilà. Ouais, non, c'est vrai. Ça met tout de suite une bonne entrée en matière pour. Scène très action pour le coup, forcément très subtil, mais. Ouais, mais si c'est une qui t'a marqué dès le début et qui t'a plu, Adasai, tu avais l'air de savoir aussi. Moi je pense que. Après, je dis la première chose qui me passe par la tête, je pense que c'est vraiment le combat entre Anakin et Obi-Wan. À la fin du 3. Donc Juliette et Adasai semblent raccord sur la scène. Ouais, je trouve il est bien, il est long. Et
c'est le truc à sauver de la prélogie d'ailleurs. Bon, d'accord. Et non, même les dialogues à la fin, leurs échanges. C'est triste. Ouais, c'est. Non, je trouve que c'est bien. C'est un peu le paroxysme de la prélogie. Donc, ouais, mais c'est sincèrement, je trouve que ce qui manquait beaucoup dans la prélogie, c'était des débordements émotionnels. Et là, enfin, t'en as vraiment un déchirement du cœur, comme vous dites, on donne vraiment l'impression qu'il y a eu. Qui souffre, même quand Obi-Wan le dit, oui, on y croit, quoi. On y croit, on est. Et toi, j'aurais pu, mais. Non. Dans la mise en scène, j'étais pas assez touché. D'accord. Non, je préfère dans ce cas-là le combat du premier film avec Qui-Gon Jinn contre Darth Maul. À la fin, alors. Les trois là ensemble. Ouais. C'est une des scènes effectivement que je retiens, que je me suis posé aussi si je devais choisir. Alors effectivement dans toute la prélogie, alors si je devais en choisir une, mais effectivement ce serait l'épisode 1. J'ai l'impression que c'est encore l'épisode moi qui m'a le plus, j'ai été le plus surpris de redécouvrir un Star Wars, on va dire. Donc j'avoue que toutes les scènes sur Tatooine, je trouvais que toute cette scène-là, même pour aller chercher Anakin, je cherchais son prénom, pour aller chercher Anakin et tout, je trouve qu'il y a une bonne ambiance et une bonne atmosphère qui reste assez sincère, et ce que j'aime dans les Star Wars. C'est pas trop tarbiscoté, ça va droit à l'essentiel, et puis c'est assez touchant, la relation entre la mère et le fait qu'ils viennent chercher le fils et qu'ils doivent avoir l'acceptation quand même, pour le coup ils doivent demander à la maman si elle veut bien, et tu sens qu'elle hésite avant de tout ce passage là quand Jar Jar n'est pas trop présent. Donc voilà, je pense qu'on peut enchaîner avec la chronique. Ah oui, Julien. J'ai dit la même scène. Oui, vas-y, je t'en prie si tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette scène même. Cette scène là, parce que j'aime beaucoup les deux personnages et c'est aussi un peu la conclusion de la trilogie. Et je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui aime plus trop cette trilogie-là. Oui. Je sais pas pourquoi. Et justement, beaucoup de gens citent cette scène en disant que ça permet de... Je sais pas, comme les gens n'aimaient pas trop ces films-là, ils disent que cette scène a beaucoup aidé justement à remonter dans à sauver un peu la trilogie. Elle a quand même fort divisé, mais le troisième épisode a quand même plus rassemblé pour le coup. Là où on pourra peut-être toujours faire un parallèle entre la postologie et la prélogie, là où le troisième épisode faisait plus consensus, c'est qu'il y avait un peu de noirceur aussi. Il y a vraiment il y a plus de désillusion dans le troisième, et j'ai l'impression qu'on attendait peut-être ça dans le deuxième, comme on disait, souvent l'Empire contre-attaque, il était plus sombre. Là, j'ai l'impression qu'il a fallu vraiment attendre le troisième pour avoir ce passage-là. Là, le deuxième, c'était un peu le côté... l'échec, c'est la relation entre Anakin... à mon sens, la relation entre Anakin et Padmé, qui est très fleur bleue, un peu cucu, quoi. Ouais. C'est clair. Et ça gâche un petit peu tout, et pour moi, l'acteur reste... non, c'est compliqué pour moi. Et je trouve qu'il... Je sais pas si c'est surjoué ou mal joué, mais il y a un souci. En tout cas, il y aura des choses à dire pour un prochain podcast. Alors c'est parti pour la chronique d'Adasai sur notre thème du jour. Alors, depuis que j'ai vu sur l'Holonet la keynote de la Soroserve Corporation annonçant la sortie du nouveau Comlink 48 Pro Max, je dois vous avouer que je suis impatient de l'avoir. Je crois que le One More Thing cette année, ce sera un truc sur le FaceTime holographique, je pense. On verra. En tout cas, c'est le bon moment pour parler de la technologie dans Star Wars, sujet de prédilection de mon meilleur ennemi, Jetson, pardon. Alors, des pistolets laser au canon ionique, en passant par les droïdes, les modules hyperdrive et autres champs de force, on va faire un bref aperçu des technologies les plus répandues de l'univers en se posant les questions suivantes. Est-ce que le sabre laser à lui seul, technologiquement impossible à réaliser IRL, légitimise certaines incohérences? Et quand finalement le travail d'une génération touche à sa fin, est-ce que l'intégration de certaines avancées techniques qu'on intègre dans la fiction dénote un certain manque de logique? Rappelons aussi que Star Wars se déroule il y a bien longtemps, sur plusieurs millénaires. Est-ce qu'on peut penser que leur progrès scientifique, social, etc. ont montré les limites de certaines choses que nous, on utilise toujours aujourd'hui et beaucoup? Et enfin, la guerre, on le sait, est toujours propice aux inventions tant ingénieuses que
que destructrice, et forcément la guerre des étoiles ne fait pas exception. Est-ce que c'est suffisant toutefois pour passer d'une étoile de la mort très difficile à construire à des milliers de croiseurs anéantisseurs de monde en quelques années? Le premier des ordres s'est posé la question, la technologie dans Star Wars, cohérent de manière générale ou fort à la saucisse, comme on l'avait dit la semaine dernière, délibération et verdict maintenant. Merci beaucoup. Très bonne chronique et tout. Alors je pense que Jet Sam avait justement déjà envie de faire une petite mise en matière de thème du jour. Je cache pas que j'apprécie beaucoup ce thème qui centre autour de la technologie. Et c'est vrai, comme tu le dis dans la chronique, Adasai, la guerre est clairement un moteur de recherche et de développement. C'est clair. Forcément, malheureusement aussi on va dire, mais c'est quelque chose un levier très même si après ça trouve des applications un peu heureusement plus, à la fin passives ou après la guerre c'est terminé, il y a des choses dont on peut se servir pacifiquement, même aujourd'hui c'est un peu hors sujet, mais le développement spatial, les fusées d'aujourd'hui, c'est grâce aux recherches notamment des nazis sur les missiles à longue portée avec Werner. Donc heureusement, après la guerre, place au divertissement. Von Braun, je crois, un génie qui a été récupéré par les Américains. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Sinon, pour notre thème actuel, je pense qu'un des thèmes principaux, une des technologies principales et clés de cet univers, c'est clairement le voyage interstellaire, qui, sans lui, Star Wars ne tient pas debout, en fait, tout simplement, vu qu'on parle de la galaxie entière. Et donc là-dessus, j'avoue avoir essayé de résumer les choses pour faire un lien entre cette fiction et la réalité des choses. Et la distance est assez grande quand même, ça c'est clair. Donc pour la petite histoire, dans la recherche actuelle, Einstein a mis en évidence la relativité générale, qui induit que nous possédons chacun notre propre temps. C'est-à-dire que quand je suis en mouvement, mon propre temps passe moins vite que le temps de quelqu'un immobile. Ça, c'est une chose. Plus je vais vite, plus ce décalage est important. C'est-à-dire que si je vais à une vitesse qui va proche de celle de la vitesse de la lumière, moi, je ne vais rien voir, mais le décalage entre ceux qui seront immobiles va être immense. Par exemple... Des années même, en fait, non ? Des années. Par exemple, si je me rends sur une étoile, l'étoile la plus proche qui est ici, le système Alpha du Centaure, Proxima du Centaure, qui a 4 années-lumière, si je vais à une vitesse, on va dire, de 90% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà pharaonique comme vitesse. Ça a l'air pas mal. Je mets de côté l'accélération, le freinage, l'énergie, je mets de côté tout ça pour me concentrer uniquement sur le théorique, parce que sinon je pourrais m'arrêter dès maintenant. En fait, je vais mettre, on va dire, quelques heures à y arriver, voire quelques jours. Par contre, pour ceux sur Terre, une fois que je serai arrivé, pour les gens qui seront restés sur Terre immobiles, il se sera bien écoulé 4 années. Donc, et idem au retour. Si je reviens, donc je fais un aller, un retour, je vais revenir, il se sera passé pour moi 5, 6, 7 jours, mais sur Terre, il se sera déroulé 8 ans. Alors on imagine, à l'échelle de Star Wars, qui traverse la galaxie en diamètre, si c'est la même que celle de Star Wars, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière. Si on traverse la moitié, c'est 50 000. Vous imaginez les incohérences au niveau du récit, s'il y a des décalages. En même temps, ça veut dire que ça pardonne un peu les incohérences de récit de J.J. Abrams dans le 9. On ne sait plus trop à quelle vitesse ils vont, combien de temps ils vont. Du coup, le bruit dans l'espace, c'est insignifiant par rapport à ça. C'est ça, le bruit, le feu, tout ça. Oui, un autre point, comme le dit Régnator, c'est qu'il n'y a aucun bruit dans le vide spatial, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc la vibration ne se déplace pas. Un autre point un peu plus anecdotique, mais très important quand même, que je trouve à souligner, c'est la visualisation de l'hyperaccélération dans Star Wars. Ah oui, je suis curieux de voir ce que tu... En fait, on est très habitué à ce que quand on voit Han Solo qui sont dans le cockpit du Faucon Millennium, quand ils accélèrent, les étoiles qui sont au fond, en fait, on a l'impression qu'elles sont étirées vers nous. Donc on est habitué à ça. Ça c'est vrai, dis-moi que c'est vrai quand même. Et ensuite, on entre dans un tunnel bleu. Voilà, un tunnel bleu. Oui. Alors malheureusement, tout est faux. Oh non. Et c'est même l'inverse. C'est-à-dire que si vraiment une hyperaccélération a lieu... Il n'y a rien qui bouge. En fait, on rattrape
les photons. C'est-à-dire que pendant un bref instant, tu as l'impression que le paysage qui est en face de toi recule. Ah ouais. Et tu commences tout doucement à voir ce qui se trouve derrière toi. Vu que les photons qui viennent de derrière toi, tu les rattrapes en fait. Ça dure quelques secondes. Et ensuite, tout devient bleu, très blanc. Parce qu'en fait, toutes les ondes, tous les photons passent dans l'infrarouge, puis les rayons gamma, puis les rayons X de plus en plus puissants, ce qui fait que tout devient flash blanc. Et si tu voyages hublot ou vert, tu es littéralement grillé sur place en fait. Heureusement, ils n'ont pas l'air de... Ça va. Star Wars n'a pas encore fait les hublots verts. Ils ont dit, allez, ça, on évite. Donc tout est trop énergétique. Donc voilà. Bon, après, pour pallier à ça, je voyais dans une vidéo qu'ils expliquaient que l'hyperespace dans Star Wars, c'est un peu une réalité parallèle en fait, où chaque point géographique dans l'espace correspond à un point dans l'hyperespace. Mais qu'en fait, quand tu entres dans ce monde, tu n'existes plus dans la réalité. C'est un peu... Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde Star Wars. Je n'existe plus dans la réalité. Je me rends compte que c'est ça, en fait, cette sensation bizarre. Donc, au-delà de vouloir démonter tout le voyage interstellaire qui est compliqué, on peut justifier ça par le fait que c'est un peu un bond dans un univers parallèle et ils ressortent de l'autre côté. D'accord. Voilà, on justifie ça. Sinon, physiquement, c'est absolument impossible. Voilà. Ça, c'est le point sur le voyage. Je crois plus en Star Wars maintenant. je vais me retirer. C'était le dernier podcast. Ouais, voilà. C'est fini, là, c'est fini. Ils nous ont arnaqués, en fait. J'ai cru en Star Wars. Mais c'est intéressant. Mais oui, bah c'est bien et tout. Et donc ça, c'est déjà des choses que justement tu t'avais observé, enfin t'avais essayé d'analyser ou... D'une manière générale, la physique et la cosmologie, ça m'intéresse beaucoup déjà de base, ce qui fait que quand j'ai vu Star Wars, j'étais à fond dedans, hein, clairement. Mais après, je me suis renseigné un peu plus là-dessus pour comprendre ce qui se passe si vraiment, théoriquement, aujourd'hui, on voulait voyager à la vitesse de la lumière. Ce qui fait que dans Star Wars, en fait, si on met pas ça, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, parce que si je veux aller sur n'importe quel autre système, il y a 10 ans de décalage avec ceux qui sont restés, c'est pas tenable, en fait. Je serais curieux de voir, justement, quand tu expliques un peu tous les cheminements scientifiques, George Lucas, lui, est-ce qu'il a vraiment regardé quelque chose de... Je pense que la force, elle maîtrise, elle permet de tout maîtriser. C'est vrai, il avait la force. Elle justifie tout. Alors ça, c'est un autre point très intéressant, c'est que apparemment dans les romans que je n'ai pas lus, ou même des ouvrages qui existent avant, ils expliquent que la technologie d'hyperdrive, le générateur hyperdrive qui est dans les vaisseaux, à la base, c'est une invention qui a été faite avec l'aide de la force, en fait. Ah bon, Et donc c'est une autre... T'as déjà entendu ? Non. Fake news. Non, je sais pas. Peut-être après. Je sais pas. Mais ça, c'est des millénaires avant. Avant, oui, d'accord, ouais. Ok, d'accord. Et qu'après, ça a été démocratisé. Ils ont industrialisé la production de ces générateurs-là pour que n'importe quel péon de la galaxie puisse l'utiliser, s'en servir. Et à ce moment-là, s'il y a de la force qui intervient, ça remet tout en cause. C'est la magie, tout est possible. C'est quelque chose qui dépasse juste le mécanique. De toute manière, je pense que Lucas ne s'est pas trop posé les questions de ce qui était possible ou pas. On est parti sur un récit de fantasy. Il s'inspirait beaucoup de bandes dessinées et tout ça, donc c'est vrai que... Mais je suis curieux de voir à quel point il a commencé à essayer de se renseigner un minimum, ou vraiment non, il s'est dit pas besoin, je me jette complètement dans l'univers. Dans les inspirations, il y a Flash Gordon. Et je pense que Flash Gordon et surtout Captain Future, c'était des récits qui étaient un petit peu plus poussés scientifiquement. D'accord. Je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas lu ça. Mais Captain Future, c'est le dessin animé Capitaine Flamme. D'accord. Mais à la base, c'est des romans aux USA. Ah d'accord. Et c'était, ça reste du gros divertissement, mais mais ils étaient un peu plus. De toute manière, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, tout ce qui est science-fiction ou space opéra, j'ai l'impression que plus on remonte dans le temps, plus les auteurs avaient quand même beaucoup de savoir. Enfin, ils avaient tendance à vouloir que ce soit quand même plus proche de la réalité et tout ça, même s'ils déformaient, alors que plus on a avancé, plus on s'est dit allez, c'est bon, on se lâche et puis basta, quoi. Mais il y a des choses très justes même dans les films de l'époque en space opéra. Je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y avait déjà totalement ces notions de on recrée la gravité localement, par exemple avec l'immense station qui tourne sur elle-même. En fait, ça c'est des choses
absolument juste en fait et qui se retrouvent maintenant dans les films beaucoup plus précis parce qu'on sait beaucoup plus de choses. Mais ces mecs-là avaient déjà ils étaient un peu avant-gardistes, quoi. Ils anticipaient beaucoup comment ça se passerait dans l'espace. Et je trouve que c'est impressionnant ça, de te dire à l'époque, les mecs se sont dit alors, on va s'attaquer à l'espace, on connaît absolument rien, mais on va imaginer. Ah bah il y a vraiment cela pour le coup, et tu sentais que c'était un prisme, c'était vraiment sur le fait de ce qui est possible ou ce qui sera possible. Là, comme tu dis avec Lucas, lui, c'est vraiment. J'ai l'impression que vu qu'on était vraiment dans ce côté mythe-arthurien, et puis j'ai l'impression que oui, voilà, on était parti sur de la légende pure. C'est vraiment de la fantaisie transposée dans l'espace. C'est pour ça, comme l'avait redit Denis aussi avec l'intro, c'était toujours cette phrase que, genre, il y a longtemps, très très longtemps. C'est toujours un truc qui est fascinant, que quand j'en entends reparler, oui, on a toujours l'impression que c'est le futur alors que c'est censé être le passé. C'est vrai que c'est paradoxal, ça. J'avais jamais remarqué que c'est censé. Je trouve pas ça tant paradoxal que ça, moi, au contraire. Je me dis, et du coup, c'est un autre argument que j'avais trouvé, peut-être que. Comme voilà, il y a des choses que nous on n'a pas encore découvert ou autre, et par contre on utilise beaucoup de choses aujourd'hui, et eux peut-être que leurs avancées ont fait que voilà, ils se sont détachés de ces choses-là par des nouveautés ou par justement le fait que l'univers soit tellement étendu qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus oui, ils sont au-delà même du progrès, quoi. Ils ont pareil, quand on parle, pour nous aujourd'hui, on se voit pas vivre sans téléphone, sans internet, sans des choses comme ça. C'est des choses qu'il n'y a pas forcément dans l'univers. Et je me dis peut-être qu'ils ont dépassé tout ça. C'est vrai que la communication dans les films Star Wars, je pense que c'est un autre sujet très intéressant vis-à-vis de la technologie. C'est ça, la force aussi. Comment est-ce qu'ils sont capables vraiment de parler avec le mec qui est de l'autre côté de la galaxie? Est-ce que dans les réseaux... Oui, mais ça a toujours du mal quand même. Plusieurs fois, en tout cas dans les romans, j'ai l'impression que ça revient souvent. Il y a quand même des soucis de communication au niveau de la distance. Plus tu t'éloignes, dans plus... la prélogie aussi, hein. Voilà. Oui, voilà, tu sens qu'il y a quand même toujours ces interférences. Moi, je sais que c'était un des premiers points qui m'était arrivé quand on avait parlé de ce sujet-là. C'était la différence de traitement entre la technologie de la prélogie et de la trilogie classique, en fait. C'est que justement, moi, c'est ce que j'ai apprécié, ce qui m'avait un peu choqué à l'époque de la prélogie, en fait, c'était justement le fait que tout fonctionnait trop bien. En fait, autant on avait eu une trilogie classique où les vaisseaux, le Faucon tombait souvent en panne, il fallait donner un coup de pied dedans comme une vieille bagnole pour redémarrer et tout. Il y avait vraiment un côté vieille bécane qui je comprends, comme avait expliqué Lucas dans la prélogie, il voulait quelque chose, une époque plus faste en disant c'est une époque de grande richesse et tout ça et tout. Mais j'avoue que je regrettais un petit peu de sentir quand même que la technologie pouvait être faillible, comme on a beau avoir des portables, de tout ce qu'on veut et tout. Il y a toujours un moment où on peste face à quelque chose qui marche à moitié, qui est complètement à côté, qui démarre pas, on sait même pas pourquoi et tout. Alors que là, j'avais l'impression que malheureusement tout tournait quand même très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans la prélogie. Que tout par rapport à la trilogie classique, la prélogie, j'avais l'impression que tous les vaisseaux fonctionnaient vraiment à merveille et il y avait qui sont sur Tatooine ou quoi, t'as quand même. Ah c'est vrai. Le course de pod, on a un peu steampunk sur les bords sur certaines machines. La course de vaisseau, non? Ouais. Parce qu'après forcément quand ils sont sur Naboo et tout, à ce moment-là Naboo c'est quand même ils sont quand même en plein essor, ils sont quand même super riches, même on en avait déjà parlé aussi dans des émissions précédentes, les décors et tout, c'est faste, c'est grand, même leur vaisseau, les vaisseaux de Padmé. C'est un cuirassé, il est magnifique. Mais celui-là j'accepte qu'il tombe pas en panne, je comprends, il est chromé, il est brillant. Je pense qu'après en me renseignant un petit peu, il y a aussi j'ai regardé que les noms des différentes entreprises ou corporations. Ça c'est bien. Il y en a vraiment beaucoup, énormément, et je me dis comme aujourd'hui en fait, où les entreprises se font concurrence tout le temps les unes aux autres et sortent des choses avec des designs plus beaux, alors que la technologie elle est parfois égale ou inférieure même des fois. C'est ce que je regrettais, on en parle un peu dans les romans, mais c'est pareil, je trouve que Star Wars pourrait des fois souligner un petit peu plus d'où proviennent les vaisseaux et quelles sont les entreprises qui les fabriquent. Les romans, ils en parlent un peu plus, non? Ouais, je pense que dans les romans, on parle, il y a... T'as beaucoup plus de noms de sociétés. d'entreprises. Des navals qui reviennent et qui sont cités à chaque fois. Ouais. Et même des fois des droïdes, ils expliquent que ça vient de telle chaîne de montage. Ou je sais que par exemple sur le roman du Faucon Millenium, ils expliquent la chaîne de montage où il est apparu et tout ça. Mais c'est vrai que je regrette
je pense qu'on pourrait vraiment avoir un petit peu plus ça dans Star Wars. Quelles sont du coup ces sociétés dont tu parles? T'as relevé des noms un peu? Je les ai vus, oui. Je les ai pas notés. Juste la Sorosub, celle que j'ai dit dans l'introduction, là, c'est quand même un truc assez... Ça, c'était quoi? C'était Sorosub. Sorosub. Ouais, Sorosub Corporation. C'est vraiment l'entreprise qui a fait la majorité des comlinks qui sont utilisés. Et après, t'avais d'autres entreprises que moi j'avais vues aussi dans des jeux vidéo, des choses comme ça. T'avais la corporation Cerca, je crois. D'accord. Cerca, un truc dans le genre. Et pareil, c'est un truc un peu c'est gangréné de fou, tu vois. C'est vraiment ceux qui dirigent l'entreprise, c'est vraiment. Il y a ceux qui exploitent le plasma aussi sur Naboo. Ouais, c'est ça. C'est qui? C'est pas. Comment il s'appelle? C'est quoi le vrai nom de Plagueis? Enfin, le nom. Damask. Damas Corporation. Et Damas Corporation, ouais. Damas Holding, parce qu'il y a plein de trucs aussi. Ah, Holding, ça marche. Tu sais pas trop ce qu'ils font, mais ils font tout et ils sont un peu partout, quoi. Et après, comme tu l'as dit, Ragnator, il y a aussi des chantiers navals qui portent le nom de leur planète, souvent qui construisent les chantiers navals Q4, je crois. C'est pour ça que j'étais content de voir dans Solo le film, on sentait le côté un peu plus industriel qu'on avait parlé la dernière fois. Puis même, il parle aussi dans Solo de biotech, des trucs de biomédicaments, des choses comme ça. Ça aussi, ouais, c'est intéressant. Et non, je ne sais plus. Moi, c'est le carburant, c'est le carburant qui est la clé du film Solo quand même. Tout tourne autour de ça, voilà, le coaxium. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est une ressource naturelle, hein, c'est ça qui doit être raffiné. Ouais, c'est vu ils prennent ça dans les mines de Kessel, mais ça a l'air d'être une sorte de liquide. C'est un peu le pétrole amélioré. C'est ça, mais instable, quoi. J'ai l'impression que leur truc, c'est comme la limite de la nitroglycérine, pour dire du genre, grâce à ça, on peut partir dans l'hyperespace, mais il faut savoir effectivement le raffiner. Le nom qui m'était revenu d'entreprise, c'est dans les romans légendes, mais je vais écorcher le nom, mais c'est Tandro Activité, ou je sais pas quoi et tout, et c'est un mélange entre Lando et sa femme Tendra, en fait. Et en gros, vers la fin, ils ont créé une société à deux, et ils créent les derniers droïdes à la mode, qui sont les IV-600, je sais pas quoi, si ça te dit quelque chose, Régnateur. C'est des sortes de droïdes ultra puissants, et en gros, plusieurs fois dans les romans légendes, ils réinterviennent, et on sent que c'est vraiment les droïdes qui sont vraiment très très forts, et donc ils sont construits. De mort en guise de crâne. Peut-être, je ne sais pas. J'avoue que j'ai jamais fait attention à quoi ils ressemblaient, j'ai jamais été regardé et tout. C'est ceux qui sont utilisés dans les romans avec les Yuuzhan Vong. Oui, voilà, c'est ça. Ça commence à partir de là, effectivement, ils les utilisent pour des cas particuliers et tout. Du coup, on a retrouvé quelques-unes. C'est ce que je te dis souvent avec le nom de la planète, là. Corellia Star Drive. D'accord, Corellia Star Drive. Biotech Industry, Bactoid, Armor Workshop. Bactoid, putain la vache. Armor Workshop et tout, Chantier Naval, Q4, Kélis. Mais tout ça, ils en parlent dans les romans ou quoi ça doit être des trucs annexes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu le temps d'en parler, tu sais, dans les. Après, dans Dark t'as plein de noms de sociétés, mais ils en parlent vite fait, où elle essaie juste citer parce qu'ils investissent dans des trucs. Dans Star Wars, The Clone Wars aussi, t'as quelques noms, souvent par rapport à l'armement, t'as quand même pas mal de choses. Est-ce que l'entreprise qui fabrique les clones sur Kamino, est-ce qu'elle a un nom? Oui, alors moi c'est. C'est pas vu que c'est fait avec les insectes ou je sais pas quoi, c'est pas ça? Ah ouais, je sais plus. Moi, le truc que j'ai relevé par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils ont été payés pour faire ces clones en fait? Mais oui. Non, mais... Ils l'ont dit au début, non? Enfin, non, je me trompe. Si, je crois que ça a été payé par le. Ah non, c'est par Damas. En fait, à un moment, dans Clone Wars, ils arrivent à faire un Palpatine tout le temps dans les deux camps. Il arrive à rallier le clan bancaire intergalactique. En fait, il arrive à virer le gars qui... En fait, il a mis en place un gars qui prend la place du clan bancaire intergalactique. Et après, il arrive à le faire virer. Et en fait, du coup, vu que c'est en période de guerre, c'est le chancelier qui récupère les pouvoirs du clan bancaire intergalactique. Donc, en gros, il devient momentanément, et il dit bien sûr qu'il va remettre quelqu'un d'autre une fois que la guerre sera terminée. Voilà. C'est pas Sifo-Dyas qui a envoyé négocier avec les... encore avant, ouais. Moi je parle, c'est vraiment plutôt au milieu de la guerre des clones, voire un peu plus sur la fin, quand justement parce que le clan bancaire, pareil, il trompe dans des magouilles un peu sales et tout, donc il est accusé d'être plus laxiste avec les séparatistes qu'avec la République, et finalement
Et donc le paiement est en suspens, quoi. C'est ça, et donc au final, après, comme c'est Palpatine qui gère tout, il met de l'argent dans l'Empire quand il a besoin, il met de l'argent dans la République. Ils ont pas demandé d'acompte, ça m'étonne. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont confiants. J'imagine pas la somme qui est demandée pour faire une armée de clones. C'est ça, ça me paraît quand même. Aussi, ils ont demandé un compte, ça me parle aussi. Ouais. On va profiter, si à vous dit, de faire un petit tour de table pour savoir si quelque chose, justement au niveau de la technologie, vous a marqué ou choqué dans tous les films de Star Wars, quoi. Donc je sais pas, toi Juliette, s'il y a quelque chose que tu te souviens, tu t'es dit quand t'as vu ça au cinéma, t'as dit non mais ça c'est n'importe quoi, ou au contraire tu trouvais que tout paraissait plus ou moins fluide et logique. Je sais pas, c'est plus je sais pas comment on appelle ça, les motos les land speeders, les speeders, ouais. Et ça je trouvais que c'était vraiment trop stylé. Je me suis dit ce serait bien qu'il y ait ça un jour même dans la réalité de notre monde. Et sinon quelque chose qui m'a étonné, c'est par exemple les sabres laser. Je pensais que ce serait plus simple de vraiment en fabriquer. Ouais. Et j'ai vu justement que récemment, c'était, je crois que c'était Disney justement qui avait vraiment créé un vrai sabre laser pour la première fois. Et en fait, je pensais que ça avait déjà été fait. Je savais pas que c'était aussi compliqué. Du coup, je me suis pas rendu compte à quel point c'était une technologie complexe. Oui, ça passait tout seul. Ouais, au cinéma, on a l'impression qu'on peut l'ajuster. J'avais l'impression que la taille, c'est vraiment ce principe de taille qui a l'air compliqué quand on fait un sabre laser. Le souci, c'est que c'est de la lumière. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui arrête la lumière? Ouais, ça s'arrête pas. C'est ça. Physiquement, pour faire le chiant. C'est impossible. Non, mais tu es notre caution. Physiquement, en fait, le laser tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un rayon de lumière de photons très concentré, donc très fin, et la seule chose qui puisse l'arrêter, c'est un obstacle en fait. On peut pas logiquement lui dire tu fais ça et après ça revient et du coup c'est. Ça aurait changé les duels. En tout cas. Et pour le militaire, justement, c'est le but, c'est qu'il faut une cible. C'est ça. Parce que c'est d'abord créé pour faire une arme de frappe, donc il cherche une cible et puis tant qu'il n'y a pas de cible. Puis pour qu'un rayon laser ou lumineux soit suffisamment fort ou puissant ou chaud pour couper quelqu'un en deux. Pareil, si le truc juste au-dessus de ta poignée il doit pouvoir faire ça, techniquement tu peux pas le prendre dans... Avec un gant de cuisson tout le temps. C'est ça, tu peux pas le prendre. Un peu moins stylé quoi. La masse, pareil, toute l'énergie qu'il faut pour ça. D'ailleurs, c'est toujours à noter que c'est en France qu'on appelait ça un laser, mais le nom en anglais c'est un sabre lumière. Ah ouais, c'est mieux. Sabre lumière, ça fait plus épique, je trouve. Oui, là il y a ce côté, tu sens moins la technologie, mais au moins tu as moins à te poser la question sur la fantaisie. Voilà, c'est ça. Encore une fois, on sent que c'était sa première référence et que la technologie qui se rapporte le plus aujourd'hui au sabre laser, même au tir laser, c'est utilisé par l'armée américaine, notamment. C'est en fait c'est une technologie anti-drone. C'est-à-dire que maintenant on sait très bien les dégâts que font les drones autonomes notamment. Et en fait, s'ils arrivent à cibler un drone depuis le sol ou un avion avec un laser assez puissant assez longtemps, ils le font cuire en fait sur place et le truc se crache. Tu me fais penser à, j'avais vu un article dans le journal que j'avais découpé à l'époque, c'était le général des armées, je ne sais plus de quoi, qui avait dit qu'il avait calculé qu'un laser coûterait $1 par tir de laser. J'avais trouvé, ça m'avait juste fasciné d'imaginer que le mec avait calculé en disant, comme à l'époque des cow-boys où tu disais bon alors combien me coûte une balle, là tu pourrais te dire bon alors je peux tirer 3 coups de laser, ça devrait, je peux encore selon ton budget, donc j'avais trouvé ça marrant quoi. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, même Juliette, toi que t'avais vu, ou si... Non, c'est bon. Ouais. Et toi alors Adassa, est-ce que quelque chose t'avait marqué ou même ébloui à l'époque, enfin que tu t'imaginais même pas ça possible? Oui et non, il y a plein de trucs. Après, peut-être on peut parler de l'intelligence artificielle aussi, là où ils sont quand même à un niveau assez avancé quand tu vois les droïdes, les capacités de réflexion même des droïdes, même d'un astromécano ou autre, ça on en est encore loin, même si ça avance, il y a encore beaucoup de choses, mais là c'est quand même très répandu. J'ai l'impression que c'est assez facile d'avoir un droïde protocolaire qui peut quand même assimiler pas mal d'informations, assimiler pas mal d'ordres et faire des choses.
Donc je me dis que là on en est encore loin. Et je me dis même les enfants sont capables de créer des robots. Parce qu'Anakin, il a créé... il est surdoué, particulier. Il est surdoué, il était bon dans son domaine. Et pour rebondir à ce que tu dis, on dirait qu'ils ont réussi à atteindre l'IA parfaite entre guillemets. Ouais, mais quasi, ouais. Mais sans aucune, ce qui fait un peu cauchemarder les gens aujourd'hui, sans aucune rébellion de cette IA. Tu sais, t'as pas une armée des machines indépendantes qui voudrait... Je veux dire, l'armée droïde, voilà, elle est contrôlée par la Fédération du Commerce et elle répond aux ordres uniquement. Ouais, c'est plus le côté militaire, quoi. Voilà, il n'y a pas de thème de ça dans Star Wars, enfin je crois pas. Dans des jeux vidéo, t'as. Ah ouais, des trucs où justement t'as une intelligence artificielle qui commence à vouloir prendre le contrôle. Qui prend le contrôle et qui même parce que t'as des intelligences artificielles souvent qui du jour au lendemain changent drastiquement et elles deviennent méchantes, tandis que là elle fait je sais plus comment elle s'appelle dans The Old Republic, mais elle fait les choses vraiment un peu comme Palpatine, tu vois, elle fait les choses en sous-marin, elle place ses pions et après d'accord. Donc extrêmement intelligente et déterminée à un but précis, quoi. Ça aurait été un bon méchant en plus pour une future trilogie, c'est une petite intelligence artificielle. C'est un immense ennemi. Moi je pense que si on introduit ça, il faut que ça ait la présence que ça mérite, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. Surtout peut-être ce qu'on pense toujours de notre côté, si un jour on perdrait déjà nous Internet ou on serait déjà un peu perdu, on aurait déjà, mais alors un univers comme Star Wars qui perd une bonne partie de ses capacités technologiques pour s'en sortir, je me dis je pense que ça créerait un bon bazar qui serait bien à mettre un mix entre Star Wars et Terminator. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Quand ils seront plus quoi faire, mais bon, ils risquent de mal le faire par contre là. Toi, Jet Sam, je sais pas s'il y a quelque chose qui t'avait marqué justement à l'époque, technologiquement. Si, plusieurs choses. Après, j'en choisirais quand même une parce que je suis pas tout seul. Mais plus récemment, en fait, quelque chose qui est très apprécié des fans et des anciens et des nouveaux, c'est la charge sonique, notamment la bombe larguée par la première fois qu'on la voit, c'est Jango Fett qui la largue sur Obi-Wan dans le champ d'astéroïdes. Alors à ce moment-là, elle est extrêmement bien utilisée, parce qu'en fait, si vous voulez bien, cette charge sonique, c'est une onde de choc en 2D. C'est-à-dire que c'est un disque en fait, c'est pas du tout une sphère qui augmente, c'est vraiment un disque qui coupe absolument tout sur son passage, et notamment les astéroïdes. Donc pour Obi-Wan, ça en réduit les astéroïdes énormes en plein de petits, et donc c'est d'autant plus risqué pour lui, enfin il doit naviguer, il s'en sort uniquement parce que c'est un as du pilotage, mais voilà, là c'est extrêmement bien utilisé. Par contre, dans The Mandalorian, je trouve que la manière dont tu l'utilises Boba Fett, c'est un peu du fan service, c'est-à-dire que il largue une charge sonique qui coûte je sais pas combien, à mon avis ça coûte très cher, pour terrasser deux chasseurs taille qui le poursuivent. Et je t'en ai déjà parlé. C'est quand il récupère Yoda qui vient de finir sa transe, ou c'est pas ça? Quand ils sortent de la base impériale où ils ont buté le mec qui leur fait un discours sur l'idéologie impériale et il est avec. Ils sont sur la planète, je sais plus. Je sais qu'ils calculent juste, en tout cas, moi je sais que la vie passe tout juste, ils se font découper. Mais... Ouais, en fait, c'est ça, il largue la bombe au moment où les deux chasseurs déjà sont au même niveau d'altitude, ils avancent vers lui, il largue la bombe sonique et elle explose. Mais genre pile au moment où ils sont à la bonne altitude, ce qui est extrêmement difficile à réaliser et ce qui n'était pas forcément utile en fait de larguer ça et très risqué de la gâcher en fait. Oui, comme tu dis, ça coûte peut-être cher pour ce genre de résultat, pour ce moment T. Et puis à faire, ça relève, à la limite un Jedi fait ça, je suis plus d'accord parce qu'il sent vraiment l'altitude des chasseurs, il s'agit à la seconde près, comme Luke quand il balance les torpilles dans mais bon, il voulait montrer que Boba Fett il gère, tu vois. Il gère de ouf quoi. Et j'ai trouvé ça un peu fan service parce que les fans adorent ce son, ces charges. Ouais, c'est agréable. On les retrouve là, on se dit c'est cool, mais bon. La nuit pour m'endormir, je mets ça. Voilà, je mets le son en boucle. Et pour l'anecdote, en anglais, c'est seismic charge, donc c'est charge séismique, je sais pas si ça se dit. Et en français, c'est charge sonique, c'est plus sur le son vraiment. Le son, le Sonic, ça marche bien. Un petit peu. Le Sonic, j'aime pas ce jeu avec le hérisson. Non, mais je trouve que le son Sonic est bien. Voilà, ça en jette et tout. Voilà, c'est une des choses sur les qui t'avait marqué et tout. Et toi, Régnator? Non, moi c'est pareil, cette même bombe, mais dans le sens
Ou, encore une fois, avec le vide spatial, c'est complètement irréaliste. C'est ça. Évidemment, ça marche plus du tout. Et sinon, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, c'est plus en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, les droïdes, même si effectivement on est très loin d'être à ce niveau-là, ça reste la technologie que je vois dans Star Wars qui est la plus proche, la plus à même d'être réalisée un jour éventuellement par l'humanité actuelle. Parce que avec tout ce qu'on travaille sur les robots en ce moment pour aider ou même personnes âgées, voilà, ça se développe très vite, on progresse très vite. Et on n'est pas si loin, en tout cas pour certains droïdes, des mêmes fonctions. Quand tu vois tout bêtement les aspirateurs ou les tondeuses, elles sont déjà là, qui sont démocratisées, qui sont un peu partout. Moi, j'ai été étonné d'aller dans ma famille et de voir que on a le petit aspirateur. Ah bon? Oui, ça on marche tous les jours, qui vient. Il y a des droïdes qui sont à peine plus évolués que ça dans Star Wars. Oui. Si, il y en a, tu sais pas à quoi ils servent, les petits cubes, les petits cubes dans oui, les trucs dans l'étoile de la mort là, qui ressemblent les mouse, je sais pas quoi, c'est des souris, mais je sais qu'ils ont une utilité, mais ça guide les troupes à travers les couloirs. J'ai l'impression. D'accord, parce qu'en même temps ils roulent pas droit ces trucs là. Et tous les mecs qui suivent en zigzagant. Attends. Les hologrammes aussi qui sont déjà un petit peu. C'est un peu le. Ça c'est l'avenir pour nous aussi, ça c'est clair. Je pense que ça va se répandre. Si. Je trouve que la tarte à la crème de la SF, c'est les hologrammes. C'est le truc qui fait plaisir, qui est beau. Mais mais vraiment très utile. Ah non, mais on s'en fout, c'est ça qui va cartonner. Voilà, c'est le côté filtre, c'est le côté. T'imagines quand l'humanité va avoir ça, le nombre de choses débiles qu'on va avoir c'est pas déjà le cas. Mais pour moi, je pense que c'est un truc qui va être adopté tout de suite, quoi, parce que justement. Vu qu'on tourne en rond avec les choses qu'on a, tu nous mets un petit truc comme ça qui est purement gadget, mais qui est là, tu sais, on le mange tout de suite, quoi. C'est justement l'occasion pour tous les fournisseurs de téléphones de revoir quelque chose à vendre en disant J'ai l'impression qu'actuellement il n'y a plus vraiment de films SF nouveaux sans hologramme. T'as toujours, je veux dire, dans tous les Avengers t'as des hologrammes, dans tous les plus récents, t'as forcément sur un vaisseau t'as un truc holographique, mais c'est pas forcément indispensable en fait, je veux dire. Enfin, sauf si c'est vrai, s'il faut représenter un relief en 3D avec puis je me dis que si tu fais un truc en 2D, ça fait un peu plus cheap peut-être. Donc maintenant je pense que c'est service minimum. Oui, c'est ça. C'est le nouveau FaceTime en fait. C'est ça. Donc je pense que je pense qu'ils peuvent pas faire sans. Mais pour revenir sur ce que tu dis, Régnator, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font appel à des auteurs de SF, justement. Oui. Parce que ces auteurs-là sont les mieux placés en fait pour un peu se projeter et savoir quelles seront les nouvelles technologies. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui on s'inspire beaucoup, que ce soit pour les robots, les hologrammes, les prothèses aussi. C'est vrai qu'on crée notre futur, on crée vraiment notre futur par rapport à tout l'imaginaire. C'est marrant de voir que c'est l'imaginaire qui nous a bercé. Et je me dis, sans le savoir, peut-être que ces films-là vont inspirer les gens dans le futur. J'irai plus loin que ça. Je sais plus si c'est le Pentagone, la NASA qui a fait appel justement à toute une pléiade de scénaristes pour écrire des scénarios possibles sur l'avenir. Des scénarios à court terme, c'est fou. En fonction justement du changement climatique et de tout autre. Écris-moi un scénario, ça fait du travail pour les scénaristes, mais. Ça a été fait et je crois qu'il y a une toute petite part des scénarios qui vont être mis à disposition. D'accord. Que tout le monde pourra lire. Les scénarios les plus cool. Voilà. Dans les plus et les autres, les plus inquiétants, on les garde pour nous en cas où. Vont être gardés de côté et justement l'armée américaine travaille là-dessus. C'est fou. Pour essayer d'anticiper ce qui peut arriver de le scénario. terrible. Sortez-moi le scénario 5400B, on a un problème. Mais c'est fou. Hollywoodien pour travailler là-dessus. C'est marrant. Je savais pas ça. Si, c'est encore récent. Et toi, du coup, t'as pas répondu à ta question. Alors, justement, je vais faire une double réponse. C'est Fennec dans le Mandalorien, c'est une vraie technologie. Non, parce que justement, je voulais aborder le sujet juste après. Mais une des meilleures technologies. Ouais, justement, quand vous faisiez un des trucs qui me revenait, c'est marrant, c'est la course. C'est la course de pod. La course de pod. Pourtant, il y a plein d'autres choses. Effectivement, il y a le sabre laser. Si vraiment j'aurais dû penser en termes de la première fois que j'ai vu Star Wars, ce serait effectivement plus les speeders,
les speeders et les land-speeders, il y a quand même toujours effectivement quelque chose, comme Juliette disait, qui me marque fort, parce qu'il y a un côté comme l'overboard dans... C'est le fait que... Anti-grave, là. Voilà, c'est ça. Je pense que ça marche bien, parce qu'il y a ce côté où je me dis, je pourrais en profiter sans trop flipper. Je pourrais juste me dire, ah, c'est cool, mais sans avoir trop peur de me dire, mon Dieu, non, c'est répandu aussi, t'as l'impression que ça coûte rien de faire des trucs anti-grave à chaque fois. Alors... Oui, voilà. C'est pas un engin qui a pour but d'aller dans l'espace, c'est juste pour circuler là. Et puis ça flotte, c'est sympa. Ben oui, on est un peu on en revient aussi un peu comme l'hologramme. On n'est pas loin de la technologie gadget, mais ça le fait. C'est mieux que les 4x4, ça passe partout. Mais oui, puis c'est doux. C'est ce qui est agréable, c'est que c'est une technologie douce. On a l'impression vraiment qu'on flotte légèrement sur là où il y a. Mais après, effectivement, moi je trouvais qu'il y avait énormément de. Ouais, il y a énormément de technologies qui sont cool, et c'est pour ça qu'on aime bien Star Wars, je pense aussi, parce que ça en jetait tout de suite plein la vue, et que on avait l'impression de pouvoir faire énormément de choses qu'on n'avait pas accès. Moi justement, je parlais sur Fennec aussi, parce que c'était voir votre avis aussi, parce qu'une fois qu'elle meurt dans le Mandalorian et qu'elle revient en technologie, en Android ou je sais pas quoi, enfin elle est cybernétisée. Moi j'avoue que c'est vraiment un des points que pour moi c'est trop, quoi. Pareil, au niveau j'aime pas ça. En fait dans Fennec, je sais pas si vous voyez le personnage qui était la chasseuse de primes, et elle meurt dans la première saison, et à la fin on voit une des bottes arriver à côté de son cadavre, et le seul truc qu'ils arrivent à nous faire, c'est qu'elle revient dans la saison 2, mais elle était complètement elle devient. Ils lui ont mis un bout de droïde dans le ventre, et en fait elle n'a ni perdu son caractère, ni son sens de l'humour, ni ses souvenirs, ni rien, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette technologie? Elle devient cyborg un peu. Mais oui, cyborg, Ils ont créé un gros problème, je pense, au scénario, ils s'en sont pas rendus compte, mais ça veut dire qu'effectivement, on avait déjà parlé, tu peux mourir et être littéralement ressuscité juste avec une technologie cybernétique, parce qu'elle revient, elle a tous ses souvenirs, elle est identique à ce qu'elle était avant, juste elle a une partie de corps qui est cybernétisée. Et donc c'est hyper puissant, comme surtout qu'elle est pas vraiment liée à la force, hein, parce que des fois ils justifient ça encore, le fait que le côté obscur il maintient les gens en vie, même s'ils sont... C'est comme ça qu'ils nous ont fait revenir Dark Maul, alors Dark Maul, Anakin, là, si on veut, on peut ramener Han Solo, il n'y a pas de problème, quoi. Mais la seule manière de mourir, c'est d'être réduit en bouillie. C'est dans la lave, et encore. Non, là ils ont fait une erreur au niveau du scénario, je pense. C'est trop facile. Puis en plus, bon après je sais pas, ça c'est pas un personnage qui, comme Dark Maul, tout le monde est content de le revoir. Fennec, je pense pas que ça fasse la même impression. Je sais pas, tu comprends qu'en plus, il n'y avait pas de raison scénaristique pour la faire revenir, à part s'ils ils ont voulu faire ils se sont dit, tiens, on peut encore la placer dans un autre. Pour pouvoir faire un spin-off. Mais oui, c'est ça. Qu'ils se sont dit, tiens, elle restera avec Boba Fett pour le livre de Boba Fett. Enfin, ça se posait la question, quoi. Alors, le dernier truc, vu que je vois qu'on se rapproche tout doucement aussi, comme on disait aussi à Dasai, ça va vite, c'était aussi, comme tu disais à Dasai, c'était le coup de l'épisode 9 où l'empereur, effectivement, il a 40 000 vaisseaux. Mais ça. Arrête, et puis ça gâche encore une fois aussi tout l'aura de l'étoile de la mort, un petit peu. Oui. Voilà, c'est l'arme ultime. Mais déjà, ils avaient fait le coup dans l'épisode je sais plus lequel, le 8 du coup, non oui, enfin je sais plus encore, c'était le rayon, enfin la planète. Il trouve plusieurs planètes. La base Starkiller. La base Starkiller, oui, voilà. Et là, oui, avec tous ces vaisseaux qui peuvent. Chaque vaisseau peut anéantir tout un monde, et ils en fait. Et dans le même genre aussi, moi, dans Mandalorian, c'était le spray Bacta, que t'as l'impression que. Je vais dire, comment il s'appelle le Mando en gros, il est sur le point de mourir à la fin de la saison 1, et il y a le droïde qui vient lui asperger un petit coup de spray Bacta, de Lévian, pour le rafraîchir sa tête, et juste après, c'est bon, il est pas mort et tout. Alors que dans l'ancienne trilogie, on sentait que Luke avait dû passer plusieurs heures dans le Bacta, et souvent, même quand on en parle, c'est long. Même dans les romans, c'est repris, ça, à plusieurs moments, il doit être immergé dans une cuve. Effectivement, c'est long. C'est un truc qu'on retrouve dans Dragon Ball Z, ça. Ah oui, c'est vrai. Qui a d'ailleurs, c'est beaucoup Dragon Ball qui a piqué. Il y a une nouvelle technologie aussi, c'est les champs de force. Je sais pas si j'avais lu un truc vite fait aussi, où c'est un article sur Phone Android.
Vu que j'ai fait la promotion d'Apple au début du podcast, il faut bien que je parle. Ah voilà, c'est bien. Il est plus équilibré qu'on ouais, c'est ça. Et du coup, il parlait des champs de force, notamment dans l'épisode 1, je crois, Menace Fantôme, où t'as du random, violet. Ils sont agréables. Et ils disent que voilà, il y a des brevets qui sont en train d'être reposés là-dessus. C'est encore un peu compliqué parce que c'est réalisable, mais c'est confronté à certaines limites qui le rendent complètement inutile parce que tu peux créer une sorte de champ de force comme ça grâce aux trucs magnétiques ou je sais pas trop quoi. Mais à l'intérieur du champ de force, en fait, il n'y aura pas de lumière, en fait, tu vois, c'est pas transparent. Là, d'accord, vraiment dans le noir, c'est pratique. Et donc, voilà, et ça nécessitait forcément aussi énormément d'énergie. Et donc voilà, il ferait nuit à l'intérieur. Oui, c'est pas encore opérationnel et tout. Mais après, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont tranquille. Mais oui, voilà, tu peux t'endormir, tu peux être protégé et tout. Ah, c'est ça. On peut enchaîner avec un dernier tour de table pour répondre donc à la grande question du jour. Ça y est que je reviens sur le papier pour vous demander la technologie dans Star Wars cohérente de manière générale. Alors, réponse de Jet Sam, est-ce que toi tu penses qu'elle est d'une manière... Clairement non, parce que... Enfin, ça dépend. Cohérente entre elles, oui, si on imagine... Est-ce que toi, ça t'a justement... Peut-être est-ce que tu considères que tout ça forme un tout Ça dépasse. Oui, ça dépasse. Oui, tout tient ensemble, parce que la technologie entre elles tient ensemble, mais par rapport à notre réalité à nous, il y a des gros points qui ne fonctionnent pas, ça c'est sûr. Mais je pense que pour profiter de cet univers et se plonger dedans, il faut... pas éteindre son cerveau, mais il faut dire ok, c'est de la science-fiction, c'est super beau, c'est super cool, et ça marche. Et il y a quand même quelquefois des aspects technologiques qui fonctionnent très bien au niveau des droïdes, au niveau des lasers. On n'a pas parlé, mais l'étoile de la mort avec les énormes lasers, là c'est des choses qui sont très cool et qui ont du charme en fait. Je pense que c'est basé là-dessus. Donc cohérente non, mais très appréciable et qui fait rêver, oui, complètement. Ragnator ? Oui, je vais faire court, hein. C'est quasiment totalement what the fuck, mais on s'en fout parce que... En mode what the fuck, comme dit Vincent. Ouais. c'est le mode. Donc, c'est pas crédible, mais c'est pas grave. Tu prends. Je veux dire, ça va pour toi, c'est pour nous faire rêver, ça fonctionne comme donc ça. Donc t'avais les étoiles dans les yeux. Et toi, Juliette ? Moi j'irais plutôt les droïdes, je trouve ça assez cohérent par rapport à notre futur à nous. Sinon c'est vrai qu'il y a pas mal d'incohérences, mais quand je regarde, je pense pas vraiment, je me dis pas oulala, c'est pas normal. Ça te choque pas trop quoi. Non, pas du tout. C'est vrai que je réfléchis pas trop en regardant les films. Non, mais en tout cas, tu valides en tout cas la technologie Star Wars. Et toi, Dasai ? Moi, je valide à 100%. Tu veux que ton sabre laser continue de... très logique et très cohérent. Et d'ailleurs, votre manque de foi en la force, ça me choque un peu. Mais du coup, je suis bien content d'être le seul du côté obscur. Pour moi, tout s'explique par la force. Et c'est pour ça que... qu'elle me rend aussi. Mais nous, on n'a pas la force, tu vois. Des fois, il y en a certains, on doit faire sans la force, tu vois. On galère un peu et tout. Non, mais vraiment, blague à part, du coup, c'est sûr, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit parfaitement explicable et justifiable, mais voilà, qu'est-ce qu'il est vraiment et aujourd'hui, même encore, il y a beaucoup de choses. Enfin, je trouve plus on avance aussi dans notre époque, plus il y a des choses qu'on pensait impossibles avant, qui le deviennent. Et qu'on change un peu notre manière de. C'est ça. C'est vrai que la force, c'est un truc qui est en plus dans cet univers-là, qu'il n'y a pas ici. Et c'est vrai que ça peut ouvrir des portes. Hein. Clairement, j'ai tendance à l'oublier. C'est une énorme partie de l'univers, quoi, de cet univers-là. Donc, Et toi, du coup, là, Alors, moi, je termine. C'est globalement le même état d'esprit. La seule chose qui me reste, c'est de me montrer. J'ai besoin qu'on me montre la limite de la technologie qu'on m'expose. En gros, je me rends compte que si tu me montres quelque chose, il va falloir me montrer qu'il y a une contrainte ou que tu ne puisses pas l'utiliser. C'est pour ça qu'on parlait du spray de Mandalorien. Je préfère quand on me montre le Bacta, où on me dit clairement c'est déjà révolutionnaire, mais quand même il faut du temps pour que les choses agissent. Plutôt à partir du moment où c'est trop facile et trop facilement accessible ou réutilisable à l'infini, c'est de la magie. Ça devient, pour moi il y a quelque chose qui m'échappe parce que je considère que notre réalité
doit nous montrer certaines limites, et je trouve qu'au cinéma ça doit être le même principe. Donc comme Fennec notamment. Ouais, voilà, par exemple comme Fennec et tout ça, il y a un moment je l'accepte plus, pourtant il y a plein de choses que je suis prêt à accepter, effectivement, que ce soit du clonage, que ce soit des choses et tout et d'autres. J'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui me choquent dans Star Wars, à part quand il me montre quelque chose qui est beaucoup trop rapide à mettre en place, quoi, que tu peux le sortir de ta poche en 2 secondes et que ça fait un effet, ou comme on parlait aussi du fait que chaque vaisseau peut détruire une planète, il y a une forme de surenchère. En fait, c'est le problème de la surenchère, c'est que c'est chouette de créer des nouvelles technologies, par contre si c'est que de la surenchère sur ce qui existe déjà, il y a un moment où tu dis allez c'est bon, laisse-moi, j'y crois plus, à partir de là je n'y crois plus. Donc donc en tout cas je pense que nous avons plus ou moins tenté de répondre à cette question. Je ne sais pas si tu avais ton quiz, Jetsam. Je l'ai pas, mais j'ai trouvé c'est bon, voilà, parfait, c'est parfait. Quand même très intéressante, et même moi je connaissais pas les réponses. Donc super. Le sculpteur Stewart. Oh là là. Ça commence bien. Ah ouais, là, qui aura la réponse? Le sculpteur Stewart Freeborn a créé le visage de Yoda en s'inspirant du sien et de A. George Lucas, B. son père, C. Albert Einstein, D. Richard Nixon. Calme ta grenouille. Son père. On a un Albert Einstein ici, son père là. Dassa il triche, il utilise la force pour pour connaître la réponse. Il m'a décrit ça du coup, moi je vais dire la réponse qui n'a pas été dite. Richard Nixon. George Lucas. Janitor. La grenouille. C'est Albert Einstein. Ah voilà, Deuxième question, le Jedi Yarael Pouf. Ah putain, quel nom. A 2 mêmes organes. Lequel? Soit il a 2 cerveaux, 2 cœurs, 2 estomacs ou 2 intestins. Déjà, c'est qui? Alors je vous montre sa photo. C'est un. Il triche encore. Camino, je pense. Ouais. C'était quoi le premier truc? Il a deux coups. Il a 2 coups. Bon, comme ça, je me suis. Il a 2 cerveaux. Ouais. Personne n'a répondu. Une petite tête comme ça. Voilà, nous aussi dans ce cas-là. Mais personne n'a répondu. Non, mais bon, les gens, c'est. Normalement, vous ne saviez pas. Ah non, mais on pouvait prendre par élimination. J'ai l'impression que c'est un site. Hein. Ouais, il y a peut-être 2 sites en fait. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il a un coup comme un sabre laser en fait. C'est ça qui est le plus bizarre. Un coup laser, ouais. Pour la prochaine fois, je n'oublierai pas le quiz parce que je trouve qu'il est plus faisable que là, c'est vraiment technique. Donc, il y a une question bonus si vous voulez. Ah, vas-y, allez, on termine. Sur l'étoile de la mort, il y a une université qui a fait des recherches pour savoir combien elle coûterait. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Tu te souviens, toi, de ce que tu as vu? 852 avec combien de zéros derrière? Milliards. Donc 9-0 derrière. 850 crédits galactiques. C'est Plus encore, il y a plus de zéros. Donc 850 000 milliards. Ça fait 12 zéros. 852 et combien de zéros derrière? Je dirais 12. Toi? 16. Toi? Je sais pas. 19. Crédit. Enfin, je mets plein de zéros. C'est quasiment ça, c'est 15. Ouais. Donc c'est trillions, je crois. 852 trillions de dollars. Donc qui l'a emporté? C'est ce qu'il dit, c'est juste pour les matériaux. Sans le transport de la matière dans l'espace. Ouais. C'est bien, c'est beau. Parce que ça ajoute la même somme. Et il disait que c'était complètement aussi logique du coup, que en fait, autant jeter un astéroïde sur la planète. Oui, ça coûte moins cher que de vouloir tirer. On n'a pas les matériaux pour faire ça. En plus, on met les hommes quelque part. Sur Terre, on les a pas. Donc, c'est Juliette qui a donné la bonne réponse ou donc, allez, donc je passe la main. Moi, j'avais déjà pu tirer un 60. Ouais, voilà. On va voir. Selon le sujet, on va voir l'innocence. Oh, c'est long. Mais. C'est celle qu'on a faite aujourd'hui. La technologie dans ce. C'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Ouais, voilà. C'était trop court, 1 heure. Il faut faire une deuxième heure. Merci. Lolo Boîte, c'est le sujet de Lolo Boîte. Pour ou contre la magie dans Star Wars? Bac. Ah bah voilà. Pour ou contre la magie? Pour ou contre la magie dans Star Wars. Et voilà, ce sera le sujet de la prochaine. Ce sera d'ailleurs peut-être Adasai qui reprend la semaine prochaine. En tout cas, moi je suis
est aussi en vacances comme. On tiendra au courant. Donc voilà, si vous pouvez le faire quand on n'est pas là, comme ça on découvrira. Moi je suis en mission dans un autre système. C'est vrai. Bon, voilà, va falloir la recruter. Merci, à bientôt. Une bonne après-midi. Salut.